Bonjour mes marmottes. Alors aujourd'hui on va faire une lecture de Jean de Florette de Marcel Pagnol. Alors le tome 1, L'eau des collines. Les Bastides Blanches, c'était une paroisse de 150 habitants. Perché sur la proue de l'un des derniers contreforts du massif de l'Étoile, à 2 lieues de l'Aubagne. Une route de terre y conduisait, par une montée si abrupte que de loin elle paraissait verticale, mais du côté des collines, il n'en sortait qu'un chemin muletier, d'où partaient quelques sentiers qui menaient au ciel. Une cinquantaine de bâtisses mitoyennes dont la blancheur n'était restée que dans leur nom, bordaient 5 ou 6 rues, sans trottoir ni bitume. Rues étroites à cause du soleil, tortueuses à cause du Mistral. Il y avait pourtant une assez longue esplanade qui dominait la vallée du couchant. Elle était soutenue par un rempart de pierre taillée qui avait bien 10 mètres de haut et qui finissait en parapet sous une rangée de très vieux platanes. On appelait ce lieu le boulevard, et les vieux venaient s'y asseoir, à l'ombre pour la conversation. Au milieu du boulevard, un très large escalier d'une dizaine de marches montait à la placette, entourée de façades, autour d'une fontaine qui portait une conque de pierre accrochée à sa taille, et qui était la mère de l'agglomération. En effet, 50 ans plus tôt, un estivant de Marseille, car il en venait 2 ou 3 au moment de la chasse, avait légué à la commune un petit sac de pièces d'or, qui avait permis d'amener jusqu'à la placette l'eau scintillante de la seule source importante du pays. C'est alors que les petites fermes dispersées dans les vallées ou sur les coteaux des collines avaient été peu à peu abandonnées. Les familles s'étaient groupées autour de la fontaine. Le hameau était devenu un village. Toute la journée, on voyait sous le jet d'eau des cruches ou des jarres, et des commères qui, tout en surveillant leur musique montante, échangeaient les nouvelles du jour. Autour de la place, quelques boutiques, les bars tabac, l'épicier, le boulanger, le boucher, puis, grand ouvert, l'atelier du menuisier, à côté de la forge du maréchal Ferrand, et au fond de l'église. Elle n'était pas vieille, mais non pas ancienne, et son clocher n'était guère plus haut que les maisons. Une petite rue quittait la placette à gauche pour aboutir à une autre esplanade ombragée qui s'étendait devant la plus grande bâtisse du village. Cette bâtisse, c'était la mairie, qui était tout aussi le siège du cercle républicain, dont l'activité politique principale était l'organisation de jeux de loto et de concours de boules dont les tournois dominicaux se déroulaient sous les platanes des 2 esplanades. Les Bastidiens étaient plutôt grands, maigres et musclés. Nés à 20 kilomètres du vieux port de Marseille, ils ne ressemblaient ni aux Marseillais, ni même aux Provençaux de la grande banlieue. Enfin, une particularité des Bastides, c'était qu'on n'y trouvait que 5 ou 6 noms. Anglade, Chabert, Olivier, Cascavel, Soubéran. Pour éviter des confusions possibles, on ajoutait souvent au prénom, non pas le nom de famille, mais le prénom de la mère. Pamphile de Fortunette, Louis d'Étiennette, Clarius de Rennes. C'étaient sans doute les descendants de quelques tribus ligures, refoulés jadis vers les collines par l'invasion romaine, c'est-à-dire qu'ils étaient peut-être les plus anciens habitants de la terre provençale, parce que la route qui menait chez eux s'arrêtait sur le boulevard. On n'y voyait qu'assez rarement des étrangers. Et parce qu'ils étaient satisfaits de leur sort, ils ne descendaient à Aubagne que pour porter leurs légumes au marché. Avant la guerre de 1914, on trouvait encore dans les fermes des vieux et des vieilles qui ne parlaient que le provençal, des collines,
y se faisait raconter Marseille par les jeunes qui revenaient des casernes. Et s'étonner que l'on pût vivre dans tout ce bruit, frôler dans les rues des gens dont on ne savait pas les noms, et rencontrer partout des hommes de la police. Pourtant, il bavardait volontiers et ne détestait pas la galéjade, mais tout en parlant de tout et de rien, il respectait rigoureusement la première règle de la morale bastidienne. On ne s'occupe pas des affaires des autres. La seconde règle, c'était qu'il fallait considérer les Bastides comme le plus beau village de province, infiniment plus important que le bourg des Ombrés ou celui de Ruissatel, qui comptait plus de 500 habitants. Comme dans tous les villages, il y avait des jalousies, des rivalités, et même des haines tenaces, fondées sur des histoires de testaments brûlés ou de terres mal partagées. Mais devant une attaque venue du dehors, comme l'intrusion d'un braconnier des Ombrés ou d'un ramasseur de champignons de Crespin, tous les Bastidiens ne formaient qu'un bloc, prêt à la bagarre générale et au faux témoignage collectif. Et cette solidarité était si forte que les Médéric, fâchés depuis 2 générations avec la famille du boulanger, achetaient toujours leur pain chez lui, mais par signe et sans lui adresser la parole. Ils habitaient pourtant dans la colline, et le boulanger des Ombrés était plus près de leur ferme. Mais pour rien au monde, ils n'eussent mangé le pain étranger sur la terre de la commune. Leur grand défaut, c'est qu'ils étaient avares, d'une avarice maladive, parce qu'ils étaient pauvres d'argent. Ils payaient le pain avec du blé ou des légumes, et en échange de 3 ou 4 côtelettes, ils donnaient au boucher une poule, un lapin ou quelques bouteilles de vin. Quant aux sous, qu'ils rapportaient de temps à autre du marché d'Aubagne, ils disparaissaient comme par magie, et l'on ne voyait surgir les pièces de 5 francs qu'au passage des colporteurs pour payer des espadrilles, une casquette, un sécateur. C'est que la garrigue, qui constituait tout leur domaine, n'était qu'une suite d'immenses tables de calcaire bleuté, séparées par de profonds ravins, qu'ils appelaient des vallons, parce qu'on y trouvait çà et là de petits lacs d'une terre profonde, apportés au cours des siècles par les vents et par les ruisseaux de la pluie. C'est là qu'ils avaient établi leurs champs, bordés d'oliviers, d'amandiers, de figuiers. Ils y cultivaient des pois chiches, des lentilles, du blé noir, c'est-à-dire des plantes qui peuvent vivre sans eau, et de petites vignes de jacquet, qui avaient défié le phylloxéra, mais autour du village, grâce à des prises greffées sur la canalisation de la fontaine, on voyait verdoyer de riches potagers, et des vergers de pêchers et d'abricotiers, dont ils portaient le fruit au marché. Ils vivaient de leurs légumes, du lait de leurs chèvres, du cochon maigre que l'on tuait chaque année, de quelques poules, et surtout du gibier qu'ils braconnaient dans l'immensité des collines. Il y avait pourtant quelques familles riches, dont la fortune représentait l'épargne et les privations d'une longue lignée. C'étaient des pièces d'or cachées dans les poutres, ou des marmites enterrées sous le fond de la citerne, ou maçonnées dans l'épaisseur d'un mur. On n'y touchait que pour un mariage ou pour l'achat d'un bien mitoyen. Alors toute la famille redoublait d'efforts pour reconstituer au plus vite le trésor amoindri. Le maire, c'était Philoxène de Clarisse, 47 ans, gros et rond avec de beaux yeux noirs, et un profil romain sans barbe ni moustache. Ses mains velues étaient assez grasses, car elles n'avaient jamais touché une pioche. Il était propriétaire du bar tabac, obtenu grâce à une blessure de guerre assortie d'une pension. On le respectait pour cette blessure, d'ailleurs invisible, mais surtout à cause de la pension. Il se disait socialiste, laïque, anticlérical, lisait ouvertement sur sa terrasse. Le petit provençal et vitupérait volontiers
contre les jésuites qui menaient la France à sa perte. Il était donc le chef des mécréants, qui n'étaient d'ailleurs que 5 ou 6, dont l'activité anticléricale ne se manifestait que le dimanche matin, en buvant l'apéritif à la terrasse du café, au lieu d'aller à la messe. Cependant, aux élections municipales, il obtenait toujours une majorité assez faible mais suffisante parce qu'on disait que c'était une tête, comme si les autres n'en avaient pas. Pour toutes les questions difficiles, on venait lui demander conseil, parce qu'il savait un peu les lois. Il était capable de soutenir une conversation avec des gens de la ville. Et il parlait au téléphone de son bar avec une aisance inégalée. Il ne s'était pas marié, mais il vivait avec sa sœur, une vieille fille active et discrète. Et, question sentiment, il descendait le mardi aux Ombrés pour y prendre le tabac et saluer au passage une jeune veuve fraîche et dodue qui lui voulait du bien, sans pour autant mépriser le facteur, un plaisant blondinet, ni le pharmacien, ni même un monsieur qui venait quelquefois de Marseille dans un tilbury verni, aux roues luxueusement cerclées d'une tore de caoutchouc. Le menuisier charpentier charron, c'était Pamphile de Fortunette. Il avait 35 ans, une jolie moustache châtain et la seule paire d'yeux bleus qu'on eût jamais vue au village. Comme il était moins avare et moins cachotier que les autres, les anciens le considéraient comme une tête brûlée, et qui finirait sans doute sur la paille, pronostic aggravé par le fait qu'il avait épousé la grosse Amélie d'Angèle. C'était une fille fraîche, mais énorme, qui avait à chaque instant des crises de fou rire et des colères fracassantes. Elle mangeait sans cesse du pain avec du saucisson, ou des figues, ou du boudin froid, tout en marchant dans la rue. Philoxène disait que ça coûterait moins cher de la charger que de la nourrir. Mais Pamphile était dur au travail, et vraiment capable. Il remplaçait les poutres pourries, réparait les charrettes, fabriquait des mangeoires, des râteliers, de lourdes tables paysannes, et quand il n'avait pas de commande, il faisait des cercueils, sur mesure pour les habitants du pays, en série de 3 tailles pour une entreprise de Marseille, où les gens meurent bien facilement. De plus, le dimanche, il installait un fauteuil sur la place devant son atelier, et faisait le coiffeur. Le boulanger était un gros garçon de 30 ans. Il avait de belles dents et des cheveux plats très noirs, mais toujours poudrés de farine. Il riait volontiers et s'intéressait à toutes les femmes du village, et même à la sienne, une belle fille de 20 ans qui l'adorait. Il s'appelait Martial Chabert, mais à force de l'appeler boulanger, on avait oublié son nom. Ange, de Nathalie, était noir, maigre et long, la casquette sur l'oreille. Plutôt nerveux, car sa volumineuse pomme d'Adam montait et descendait sans cesse, comme s'il essayait en vain de l'avaler. Il était paysan et fontainier, c'est-à-dire qu'il surveillait le tuyau de 2 kilomètres qui amenait l'eau à la fontaine. De plus, il réglait le débit des prises qui alimentaient au passage les petits bassins des potagers. Tout le monde l'aimait bien, et surtout les hommes, parce que sa femme, qui était belle, ne refusait qu'une fois ce qu'on lui demandait poliment, mais personne n'en parlait jamais. Puis, il y avait Fernand Cabridan, qu'on avait surnommé à l'école « grosse tête, petit cul ». Description sommaire de sa personne enfantine, mais toujours valable 30 ans plus tard. Il est bien vrai que son petit cul avait triste mine dans le pantalon de velours qui pendait comme un rideau. Mais dans sa grosse tête, il y avait 2 grands yeux bruns, des yeux attentifs au regard pur et lumineux. Il avait déjà 2 enfants, et il était pauvre. Il ne possédait qu'une maisonnette au village et un petit champ
en contrebas avec un tout petit bassin, mais il y produisait des pois chiches aussi gros que des noisettes et si tendres qui fondaient dans la bouche. Il faisait prime sur le marché d'Aubagne, où tout le monde, et même des gens dénombrés, l'appelait le roi du pois chiche, royauté bien modeste, mais qui lui suffisait amplement. Casimir le forgeron était fier de ses bras puissamment musclés, et si parfaitement couverts de poils qu'on ne voyait pas sa peau. Il n'avait pas de jardin potager, mais il piochait pourtant 1 ou 2 fois par an, parce qu'il remplissait à l'occasion les fonctions de fossoyeur à la satisfaction générale. Il y avait aussi le vieil Anglade, le cou maigre, le nez busqué, la moustache tombante. C'était le sage du village. Sa piété était célèbre, et c'était lui qui venait chaque matin sonner le premier Angélus avant de partir au champ avec ses 2 fils, Josias et Jonas, qui étaient jumeaux, et pareillement bègues. Enfin, le personnage le plus important des Bastides, c'était César Soubeyran, dont nous parlerons plus loin. En dehors de ces notables, on voyait encore le dimanche quelques paysans surgés des vallons, où ils vivaient dans de petites fermes, parfois groupées par 3 ou 4, parfois entièrement isolées, comme celle de la Pondrane ou de la Tête Rouge. Ils arrivaient pour la messe de 10 heures, parfaitement propres sous leur feutre noir, mais presque tous les mentons étaient marqués de petites balafres par le rasoir tremblant du dimanche. Les femmes, sous des foulards à fleurs, montraient de beaux traits, mais des fronts précocement ridés. Des mains fanées par la cendreuse lessive, les filles, sous des chapeaux chargés de fleurs et parfois de fruits, étaient aussi belles que les Arlésiennes. On pouvait, par la comparaison des 2 générations, apprécier l'efficacité du grand air qui était